Qui mise sur qui courtise qui? Invité de cette grande table du mercredi, l'ancien ministre des Affaires étrangères et essayiste Hubert Védrine, un homme d'expérience. Il a l'expérience du pouvoir, mais aussi celui des textes, connu pour son pragmatisme, témoin de l'histoire et des évolutions des relations diplomatiques. Bonjour à vous, Hubert Védrine. Bonjour. Aujourd'hui, vous publiez Compte à rebours chez Fayard, un recueil de textes écrits entre 2013 et 2018 dans lesquels vous mettez en garde sur l'état du monde et les reconfigurations actuelles. Une invitation à analyser le monde avec un œil réaliste, non idéologique, ni pas facile à dire, ni occidentalo-centré, ni occidentalo-expiateur. Saisir les tendances de fond sans tomber dans une futurologie fantaisiste. Voilà un peu le programme de cet ouvrage dans lequel vous avez remis votre main. Dans Compte à rebours, Hubert Védrine, vous entérinez surtout l'existence d'un triple compte à rebours, écologique, démographique, numérique. Ils sont enclenchés, ces comptes à rebours. Combien de temps nous reste-t-il avant la crise ? Il y a un long texte inédit en plus, des textes des 3 vous avez dernières remis années. la main à la pâte. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a une série c'est pour ça que je parle du compte à rebours, tic-tac. Il y a une série d'engrenages et dont aucun n'est mécaniquement favorable aux Européens. Ça ne veut pas dire qu'on est sans défense. On peut être clairvoyant, anticiper, agir, réagir, etc. Mais par exemple, le compte à rebours écologique, et je ne parle pas que du climat, je parle de l'ensemble, biodiversité, déchets, etc. Il est absolument gravissime, alors pour le coup, pour le monde entier. Mais les différentes zones, les différents pays ne sont pas placés exactement sur le même plan pour enrayer ça par une politique d'écologisation accélérée, systématique dans tous les domaines. Le compte à rebours démographique, il est spécifiquement quand même préoccupant pour les Occidentaux, notamment les Européens, qui sont 500 millions aujourd'hui, qui sont toujours 500 millions dans 20 ou 30 ans, alors que le reste du monde aura explosé en nombre par rapport à ça, avec tous les phénomènes que ça entraîne et que l'on connaît. Il y a l'incertitude numérique, où on dit ça va tout bouleverser, mais non, au contraire, ça sera positif, on ne sait pas très bien. Et ça peut compliquer extraordinairement la décision publique, en réalité. Là où il faudrait qu'il y ait des entités, les pays européens par exemple, qui prennent des décisions fortes et ambitieuses et efficaces. Et tout ça dans un contexte de désordre géopolitique, voire même de chaos, comme dit le secrétaire général des Nations Unies. Donc j'ai voulu réfléchir sur la conjonction de ces crises. On n'a pas le choix entre l'une ou l'autre, ça arrive en même temps. Et il me semble que les Européens restent quand même trop irréalistes, trop gentiment irréalistes. Ils rêvent de la communauté internationale, de choses comme ça. Bon. Et à mon avis, il faut quand même... C'est urgent d'atterrir par rapport à ça pour trouver les bonnes réponses. Donc je tourne autour de cette combinaison-là, vous voyez, cette interaction et des réponses à y apporter. C'est d'ailleurs dans cette ouverture, mais aussi sur le fil de ce constat, cette question qui vous guide. Et nous, pèserons-nous, ou que pèserons-nous à l'avenir, au milieu de ces chocs, de cette tectonique qui est en train de se jouer? Quel rôle la France et l'Europe peuvent occuper aujourd'hui, mais aussi demain? Cette question donc traverse votre réflexion. On a évoqué ces 3 urgences: écologique, explosion démographique et choc numérique. Retour, si vous le voulez bien, d'abord sur cette grande tectonique des plaques avec le juriste et politologue Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, co-auteur d'un dictionnaire de la guerre et de la paix, paru au PUF, que l'on recevait il y a peu autour de cette grande table. Le monde s'est complexifié. Je crois qu'il y a des raisons structurelles qui sont donc des raisons objectives qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler une tectonique des plaques. Je crois que la métaphore géologique est assez parlante de ce point de vue. Pendant longtemps, on était quand même dans un monde qui était bipolaire. Ça donnait une certaine lisibilité. Ça voulait pas dire qu'il n'y avait pas de conflit, mais il y avait quand même une stabilité entre les grands. Il y avait des conflits parallèles par du contournement, mais qui étaient relativement contenus, et on pouvait aussi clairement savoir quels étaient les jeux d'alliance, c'est-à-dire qui était dans quel camp. En tout cas, il y avait une certaine lisibilité. Après, on est rentré à partir de 1991 dans ce qu'on a appelé le moment unipolaire. Là, il y avait une forte domination américaine qui était sans précédent dans l'histoire, d'où la comparaison avec Rome. Et ce moment unipolaire qui a duré jusqu'au début des années 2000. Alors les gens marquent la fin du moment unipolaire avec le symbole du 11 septembre 2001, mais en vérité, ce sont surtout les défaites en Afghanistan et en Irak qui le symbolisent au milieu des années 2000. Et depuis... Donc on n'est pas dans le bipolaire, on est dans un unipolaire en train de s'effriter, on ne sait pas exactement dans quoi on est, donc on est dans une phase de transition. Ni bipolaire, ni unipolaire, vous parlez, Hubert Védrine, d'un monde multipolaire avec ses organisations, donc formellement quand même encore multilatéral, mais vous dites qu'il n'y a pas de communauté de peuple, ça c'est un fait. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour vous, Hubert Védrine? Est-ce que le monde s'est complexifié ou recomposé? Je suis assez d'accord avec ce que dit Jean-Gène Villemer là-dessus. Pendant quelques siècles, les Occidentaux, les Européens d'abord, les Américains après, ont contrôlé la marche du monde.
pour le meilleur et pour le pire, mais enfin, ils ont contrôlé. Et puis, ça s'est terminé par une phase qui était évoquée, qui est celle de la guerre froide, où les États-Unis contrôlent la moitié du monde, l'URSS l'autre moitié, ils se battent pour le troisième monde, le tiers-monde. Quand l'Union soviétique finit par s'écrouler, la vraie date, c'est pas la chute du mur, hein, c'est la fin de l'URSS, fin 91. Les Occidentaux sont pris par un accès de triomphalisme, voire d'arrogance, côté américain, de naïveté, côté européen, en disant l'histoire est finie, faute de combattants, tout le monde est d'accord avec le marché, la démocratie, nos valeurs, etc. En fait, non, c'est plutôt l'histoire qui s'est remise en marche. Elle ne s'est pas du tout arrêtée à l'époque où Fukuyama le prédisait. Elle s'est remise en marche dans un système précisément semi-chaotique qui n'est plus tout à fait contrôlé par, globalement. Moi, je parlais d'hyperpuissance dans la décennie 90, mais même les États-Unis ne contrôlent plus l'ensemble. Sinon, il y a belle lurette qu'ils auraient renversé le régime iranien. Prenez un exemple et chassé le régime castriste, par exemple. Mais ils sont les plus puissants. Ils ne contrôlent pas tout. Est-ce que c'est la Chine? Non plus, même si sa montée en puissance est spectaculaire. Est-ce que c'est multipolaire? Même pas. On n'est pas sûr des pôles. Est-ce que les Européens, je ne parle pas des dirigeants en français, mais les Européens en général veulent faire de l'Europe une puissance? Apparemment non, ça leur fait peur en fait. Ils croient qu'on peut s'en sortir avec des normes, des valeurs, tout ça, vous voyez. Et puis, qu'est-ce qu'est l'Inde ou le Brésil? C'est pas clair. Alors, il y a le système multilatéral, avec des centaines de milliers de fonctionnaires internationaux qui font ce qu'ils peuvent pour que ça aille mieux, mais ça ne fait pas une communauté internationale, parce que les peuples continuent à penser, à raisonner, à rêver ou à avoir peur de façon totalement différente. Donc, si on parlait nautique, pas de mer calme en vue, pas de cyclone permanent partout, et on est donc en mer agitée ou très agitée partout tout le temps. Pire, il faut savoir, et là on prend qu'un une... des aspects, parce qu'on prend l'aspect géopolitique, et par-dessus justement il y a les tic-tac écologiques, démographiques, tout en même temps. C'est ça que j'essaie de démêler. Alors est-ce que c'est plus complexe? Oui, c'est plus complexe. Est-ce que c'est plus dangereux? Pas forcément. Pas forcément, parce c'est bourré de crises, mais il n'y a pas de mécanisme de généralisation automatique. Mais la différence, c'est qu'avant, on était quand même dans un monde extrêmement structuré par le conflit, aussi, et par les tensions. Et on semble, à vous lire, être passé à un monde jungle. Je vous cite Hubert Védrine. Oui. Pour le moment, la façon dont le monde fonctionne est le résultat aléatoire de décisions publiques plus ou moins coordonnées, du jeu de rapports de force classiques politiques et militaires, d'influence et d'opérations entrecroisées d'intimidation ou de paralysie de l'action de forces économiques, des poussées technologiques et numériques, des marchés, des désirs des individus aiguisés par la démocratie de l'immédiat et le marché, de la jungle des réglementations concurrentes et de l'économie illégale. C'est ça notre monde aujourd'hui? C'est bien, vous avez été aux lignes qui synthétisent l'ensemble. Page 38. Oui, je crois que c'est notre monde. C'est une espèce de mêlée confuse. Mais c'est un monde sans gouvernance. C'est une foire d'empoigne. Il y a des puissances, il n'y a pas de gouvernance globale, il n'y a pas de gouvernement du monde, heureusement d'ailleurs, parce que s'il était mauvais, on ne saurait pas où se mettre, mais il y a des gouvernements qui gouvernent une partie. Et alors il y a plein d'acteurs dans ce contexte qui se disent c'est suffisamment souple et stable et instable pour que je pousse mes pions. Là, il n'y a pas 200 pays qui font ça, parce qu'il y a plein de pays qui dépendent des autres et qui n'ont aucun moyen en fait. Mais il y a 15 à 20 pays, et puis il y a des entités non étatiques qui ont des puissances, il y a des grandes entreprises, ou bien etc. Donc, ils poussent leurs pions. Donc, il faut chercher à comprendre jusqu'où ils veulent aller, que ce soit Trump, ou Poutine, ou Xi Jinping, ou les autres, ou alors Daesh, ou les mafias, ou je ne sais pas. Il faut prendre tout en compte par rapport à ça. Et au bout du compte, il faut se dire, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Parce que moi, j'écris pour qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais alors, une question de Camille Bagnard. Ça donne l'impression, pas faire d'analogie historique douteuse, mais on a l'impression qu'on est à la veille de la Première Guerre mondiale, ou en tout cas à la fin du 19e siècle, où justement, grand bouleversement et pas de structure hyper étatique. Je ne crois pas qu'il y ait de mécanisme de généralisation. Avant 14, rappelez-vous que les gens ne savaient pas qu'ils allaient à la guerre mondiale, par définition. Donc ils ont pris des décisions qui paraissent absurdes et dangereuses avec le recul, mais ils croyaient régler éventuellement tel ou tel problème embêtant par une guerre limitée, comme il y en a eu un peu au 19e, qui avait été très bien organisée par le Congrès de Vienne en 1815. Donc c'est plutôt l'abandon d'ailleurs de la réelle-politique par l'empereur Guillaume II que l'application de la réelle-politique a conduit au drame. Moi, je dis depuis très longtemps que l'irréal-politique dans laquelle on baigne en permanence est plus dangereuse parce qu'elle nous rend tout à fait aveugles. Donc je ne crois pas qu'on soit en 1913. Vous voyez, c'est autre chose. C'est une espèce de confusion généralisée, mais il n'y a pas l'équivalent de la poudrière que représentaient l'Europe et les Balkans et des alliances automatiques. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas dangereux. Il peut y avoir Par exemple, je trouve que la position du président américain sur le Moyen-Orient est dangereuse parce qu'elle peut inciter et les Israéliens et les Saoudiens, assez d'accord là-dessus, à rechercher la confrontation avec l'Iran. Je ne sais pas si ça se produira, j'en sais rien, et j'espère que l'action française peut limiter ce risque. Mais il y a plein de choses comme ça. Mais ça ne conduit pas à des généralisations des guerres.
Donc c'est une espèce d'instabilité permanente, troublante, compliquée à gérer. C'est compliqué pour les grands décideurs politiques ou économiques. Mais ça ne veut pas dire guerre générale, c'est autre chose. Et 1950, de mise en miroir en analogie entre hier et aujourd'hui, c'est le parti pris des auteurs de Les années 50. Et si la guerre froide recommençait, un livre qui vient de paraître à La Martinière, signé Pascal Blanchard, Pierre Aski et Farid Abdelwahab. C'était quoi les années 50 ? C'était une période de transition avec une Amérique toute puissante où le rapport de force était la règle, mais où les fondations du monde moderne se dessinaient. Voilà ce que nous rappelle Pierre Aski. L'histoire ne se répète pas, mais elle a des fondamentaux. Et ces fondamentaux, on voit bien aujourd'hui, on est débarrassé du vernis idéologique, il n'y a plus le communisme, il n'y a plus un Occident porteur de valeurs de la même manière, même si on continue à employer ces mots. Et pourtant, les blocs sont toujours là. La Chine qu'on voit émerger dans le livre dans les années 50 avec Mao et qui ensuite rompt avec l'Union soviétique, elle est aujourd'hui l'un des piliers de ce nouvel ordre mondial qui se cherche et qui a du mal à se trouver. Donc, replonger dans les années 50 pour comprendre les racines de ce qui se passe aujourd'hui, c'est passionnant. C'est passionnant, mais c'est risqué, Hubert Védrine. Est-ce qu'on peut envisager un retour de la guerre froide ? Mais on y est. Mais la guerre froide est restée froide. La question d'avant, c'est est-ce qu'elle peut redevenir chaude ? La guerre froide est restée froide, notamment en raison de la dissuasion nucléaire symétrique. Parce que c'était très dur à l'époque. Il y avait d'ailleurs des menaces nucléaires, mais qui s'équilibraient. Il y avait des menaces conventionnelles, des assassinats d'espions. Il y en avait un paquet, pas deux. Bon. Et malgré ça, à un moment donné de la guerre froide, la vraie guerre froide, il y a eu des dirigeants durs, réalistes et efficaces qui ont imaginé la détente. Nixon et Kissinger. Et les soviétiques ont répondu. Donc on a mieux géré collectivement la fin de la guerre froide que le début. Mais là, on n'est pas dans cette situation. Regardez dans la relation avec la Russie. La seule politique des Européens pour le moment, c'est de détester Poutine et de prendre des sanctions en plus. Bon, c'est certainement justifié par des tas de comportements russes. Il n'empêche qu'il manque énormément une vision que même pendant la guerre froide, on avait réussi à avoir sur la relation à long terme entre l'Europe et la Russie, qui sera toujours à côté par rapport à ça. Donc il y a des éléments très frustrants, très incomplets, très fragiles, mais ça ne veut pas dire guerre froide qui va dégénérer par rapport à ça. Mais ce n'est pas satisfaisant non plus. Donc on aurait vraiment besoin que, comme c'est dans quelques domaines, regardez l'accord sur le climat, la prise de conscience très lente et trop tardive, mais quand même qui a lieu sur le climat. J'espère qu'il y aura la même chose sur la biodiversité. Il y a des éléments de progrès. Mais dans la gestion des crises, non. Et chacun joue pour lui. Donc c'est une période, je le redis, instable. Mais je ne prendrai pas d'analogie. Je ne trouve pas que ça ressemble à la guerre froide. C'était dur et injuste pour les gens qui n'étaient pas du bon côté, mais c'était très stable et très géré. La donne géopolitique a changé, justement, et vous en faites le constat. Est-ce qu'il faut le déplorer ? Bon, ça sert à rien, de toute façon. C'est comme ça. Non, faut comprendre quelle est la situation. Ce qui n'est pas évident, ça paraît bête et naturel de dire ça, mais c'est pas vrai. On est dans un pays chimérique. Regardez ce que je disais sur la communauté internationale. Quand je dis elle n'existe pas encore, je veux désespérer personne. Je dis elle n'existe pas aujourd'hui. Donc c'est un objectif. Comment on peut la construire ? Quand on dit l'Europe, mais qu'est-ce qu'on met dans ce mot ? Il y a plein de définitions différentes. Donc je pense que beaucoup de pays occidentaux qui ont été arrogants ou irréalistes, et la France qui est très chimérique de culture, c'est son charme en même temps. Mais bon, je pense qu'on doit faire un effort pour mesurer la réalité. Et après, pour se dire qu'est-ce qu'on peut en vrai. Il y a un décalage énorme entre ce que l'on pense en France, notamment à Paris, notamment dans les médias, mais aussi dans les milieux intellectuels ou les ONG, sur ce qu'il faudrait que l'on fasse à tel ou tel endroit, parce qu'on aurait une sorte de mission historique, parce qu'on serait universel, parce que plein de choses comme ça. Et ce qu'on peut en vrai. Et ce que je dis est une sorte d'éthique. Ça conduit à refuser qu'on fasse des promesses qu'on ne peut pas tenir. Donc ça veut dire mieux proportionner nos propositions, y compris notre générosité. Vous voyez ? Regardez les débats aujourd'hui extravagants sur les mouvements migratoires. C'est évident qu'aucun pays dans le monde, que ce soit les pays européens ou l'Afrique du Sud, d'ailleurs, c'est pareil, vont se fermer. On ne peut pas se fermer complètement. Puis c'est humainement cruel, économiquement absurde, etc. Mais est-ce qu'on peut laisser les pays ouverts comme ça, n'importe qui vient comme il veut ? C'est intenable. Ça fait exploser les sociétés. Donc il devrait y avoir une discussion, mais beaucoup plus précise, beaucoup plus concrète, beaucoup plus opérationnelle sur comment on gère.
Alors, se défaire... C'est un exemple. Mais il faut avoir dépassé le stade chimérique pour parler de ça. Se défaire des chimères, ça nous ramène à votre personnalité pragmatique, ce réalisme que vous savez défendre aussi. Mais il y a quand même quelques pointes c'est dur, dans décadentistes. Irréaliste. Il y a quand même quelques pointes décadentistes dans cet ouvrage. Baissez pas les bras. Pas sur le plan théorique. Pas sur le plan théorique, mais sur le plan pratique. Quand je prends la démographie, ouais. Quand on dit, c'est pas dans l'esprit décadentiste, ça, c'est un esprit statistique, c'est tout. Quand on dit qu'il y a le même nombre d'Européens aujourd'hui et dans 20 ans, alors que la quantité d'Asiatiques et d'Africains aura été multipliée par X, Y, Z, c'est un constat. Donc moi, je m'inquiète plutôt d'une sorte d'absence de ressort mental. Il faudrait, face à ce qu'on décrit, là, les uns et les autres, il faudrait que les Européens se ressaisissent en disant, on est quand même viscéralement attaché au mode de vie européen, société européenne, c'est ce qu'on a fait de mieux, ou de moins pire, bon. Il faut garder ça à tout prix. Or, c'est pas sûr, compte tenu de l'évolution des forces dans le... Donc, il faudrait un sursaut. Mais est-ce que la réponse habituelle des pro-européens classiques, l'intégration européenne, est-ce que c'est une réponse? Non. Non. Un peu, mais globalement, non. Parce que les peuples européens n'en veulent pas spécialement. Il n'y a maintenant plus aucun pays européen où les vrais pro-européens soient majoritaires. Vous voyez? Donc, il y a une autre réponse. Donc, il faudrait produire un sursaut pour que les Européens comprennent, sortent de leur nuage, là, comprennent qu'il faut faire de l'Europe une puissance qui se respecte, mais sans passer forcément par la mécanique de la normalisation et la réglementation à outrance. Est-ce que ce sursaut, Emmanuel... Ma conclusion elle-même est critiquable, je sais bien, elle est insuffisante. Est-ce que ce sursaut, pour vous, Emmanuel Macron le porte? Autrement dit, est-ce qu'il porte, lui, un nouvel européisme pour vous, Emmanuel Macron? Alors, dans son cas, c'est très intéressant parce qu'il y a une combinaison chez lui, une synthèse à l'œuvre qu'on voit sous nos yeux entre des convictions européistes philosophiques de départ et en même temps, parce qu'il ne veut pas simplement parler aux pro-européens convaincus, l'idée de l'Europe qui protège. C'est pas la même chose en fait. Et plus l'Europe des projets, c'est encore autre chose. Donc il y a une sorte de synthèse en mouvement. Entre un idéal et un pragmatisme, il part entre des principes et une réalité. Qu'il a assumé crânement par rapport à ça, et la façon d'avancer. Mais l'Europe qui protège aujourd'hui, ça voudrait dire qu'un Schengen mis sur pied, vraiment efficace, capable à la fois de garantir qu'on apporte une réponse efficace, rapide et humaine aux demandeurs d'asile vrais qui sont en danger, et en même temps qu'on co-gère les flux migratoires, ce qui n'a aucun rapport avec les pays de départ et de transit, en surmontant toutes les contradictions juridiques, policières, etc., entre les uns et les autres. Ça serait une Europe qui protège, ce qui rendrait d'ailleurs l'opinion européenne, à mon avis, plus réceptive à l'idée qu'on va avancer dans d'autres domaines. Il n'y a pas que sur la question migratoire que les Européens ont l'air d'avoir envie d'une Europe qui protège sur les questions sociales. C'est quand même également. Le point de départ. Non, c'est le point de départ parce qu'il y a en même temps plein d'Européens qui n'ont aucune envie que les politiques sociales soient gérées par le commissaire Tartampion à Bruxelles. Et donc c'est un débat national quand même, les questions sociales. Vous voyez, puis on ne peut pas attendre de l'Europe tout. Si on attend tout sur tous les plans, elle sera jetée à la fin parce que l'insatisfaction sera dominante par rapport à ça. Donc il y a des domaines qui relèvent vraiment du niveau européen d'efficacité, de coordination, et des domaines comme par exemple l'éducation, vous voyez. En Allemagne, c'est même pas national le débat sur l'éducation, parce que les Länder ont une autonomie considérable. Et sur le plan social, le débat social ou la politique sociale, ça reste une affaire nationale absolument partout. Il n'y a aucun parti dans toute l'Europe, aucun parti fédéraliste qui dit qu'il faut faire gérer les questions sociales au niveau européen. Les seuls qui demandent ça, c'est les pays les plus en retard, qui pensent que si on fait une synthèse, on aura une synthèse entre la France, par exemple, et le pays le moins bien placé, et que ça sera plutôt bon pour eux. Bon, les pays avancés ne demandent pas ça. Donc vous ne pouvez pas tout mettre au niveau européen. Ils le demandent pour défendre leur modèle social face à, ils n'ont pas de modèle. À la concurrence des pays voisins. Les pays les plus en retard demandent pour que ça s'améliore chez eux. Ils n'ont pas de modèle, justement. Non, mais ceux qui en ont, en tout cas, essaient de le défendre. Oui, alors il ne faut pas qu'ils demandent que ce soit européanisé, parce qu'on va faire la moyenne, vous voyez. Enfin, en même temps, dans les idées qu'il porte aujourd'hui, il n'y a pas une réponse automatique. Emmanuel Macron sur la scène européenne, il y a peu de ces idées qui font l'unanimité, si on pense au budget unique notamment. Pour le moment, oui. En tout cas, ce qui concerne le perfectionnement de la zone euro, là, il y a une gigantesque réticence allemande et des pays du nord de l'Europe. En ce qui concerne le fait d'avoir, non pas une Europe de la défense qui est trop utopique, mais des actions en matière d'industrie, en matière d'action ponctuelle, il n'y a pas d'opposition de principe. Simplement, tous les pays ne sont pas prêts à participer. Il y a plein d'autres projets en matière fiscale, technologique, etc., où il n'y a pas d'opposition absolue. C'est compliqué à négocier, simplement. Et sur l'affaire de la meilleure gestion des flux migratoires dont je parlais, il n'y a pas d'opposition farouche. Il n'y a pas de distinction nord, sud, est, ouest et élite population. Tout le monde voudrait que ce soit mieux géré. Mais il faut surmonter des blocages extraordinaires, bureaucratiques, administratifs, juridiques, etc., etc. Donc ça dépend.
Mais votre remarque est absolument justifiée sur les demandes françaises sur la zone euro. On voit bien que Mme Merkel voudrait répondre quelque chose aux propositions du président Macron, mais elle voudrait jusqu'à un certain point, parce que l'Allemagne est quand même l'Allemagne, et elle est embarrassée, parce qu'elle est une chancelière maintenant quand même affaiblie, face à un gouvernement de coalition par défaut, qui est lui-même pas très fort. Mais il se passera quelque chose quand même, malgré tout. France Culture, 13h17, notre invité Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, à l'occasion de la parution tic-tac de son livre Compte à rebours chez Fayard. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Hubert Védrine, dans cet ouvrage, vous actez surtout la fin de l'hégémonie occidentale et vous relancez cette question. Et nous, pèserons-nous dans cette nouvelle situation? Face au déclin de l'Empire américain, longtemps gendarme du monde, quelle est l'idée du rôle de la France qu'Emmanuel Macron est parti défendre aux États-Unis pour vous? Alors là, c'est d'abord c'est la fin du monopole occidental. On reste très puissant et riche, mais à la fin du monopole. L'idée de Macron est intéressante parce que, en ce qui concerne Trump, il y a 2-3 pays dans le monde, pas plus, qui sont enchantés de sa politique. On va dire Israël, l'Arabie, un ou deux autres. Bon, la plupart des autres sont quand même très très embarrassés, voire franchement hostiles ou très inquiets par rapport à ça. Et vous voyez bien qu'aucune des tentatives pour l'influencer, le convaincre, parler avec lui, établir un dialogue normal, aucune ne marche. Lui, il tente l'amitié. On verra. On verra, c'est pas critiquable du tout. Donc c'est pas de la diplomatie, c'est de la psychologie, quasiment essayer de trouver un moyen d'interagir avec cette personne. On n'est pas au stade de la diplomatie qui serait la vraie négociation concrète. Donc c'est une approche psychologique qui n'est pas du tout critiquable. Si ça marche, tant mieux. S'il obtient un assouplissement ou quelque chose, tant mieux. Si ça marche pas, ça ne sera pas critiquable du tout. C'est pas absurde d'essayer. Mais là, il est le seul d'ailleurs à pouvoir tenter ça. Pour l'instant, alors via Il n'empêche qu'après, c'est quand même l'Amérique, c'est quand même Trump qui est représentatif d'une certaine Amérique et il faut voir ce qu'on fait après. Via cette mise en scène, en tout cas de l'amitié, parce qu'ils ont beaucoup communiqué l'un et l'autre dessus depuis 48 heures. On reparle notamment de ce dossier sur le nucléaire iranien. On sait que le président américain doit décider d'ici la mi-mai s'il prolonge ou dénonce l'accord sur le nucléaire iranien. Qu'est-ce que cherche Emmanuel Macron? Est-ce qu'il peut lui faire entendre raison? Quels sont ses arguments? Vous le savez, parce qu'ils ont beaucoup communiqué là-dessus, mais je ne peux pas vous dire, on verra. C'est trop tôt pour conclure. Comme est-ce que Trump a raison dans son approche nouvelle sur la question de la Corée du Nord? C'est trop tôt, on ne sait pas, on va voir. Donc on sait bien qu'Emmanuel Macron voudrait convaincre Trump de préserver l'accord. Si ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas que Trump, il y a tout un système américain, il y a un État profond aux États-Unis qui veut ficher en l'air l'accord, pour 36 mauvaises raisons, à mon avis. Bon, alors après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les co-signataires, les autres, peuvent faire vivre l'accord quand même, malgré la menace américaine de représailles financières? Ce qui est d'ailleurs un scandale monstrueux, mais qui est supporté par les 3/4 du monde sans bouger depuis des décennies. Les sanctions unilatérales. Donc est-ce que la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, la Chine, la Russie peuvent le faire vivre? Autre question. Alors, le président Macron, qui est infiniment subtil, a mis en avant l'idée qu'on pourrait peut-être sauver l'accord à condition qu'il y ait un complément. Il n'y a pas que l'aspect nucléaire, mais d'autres aspects sur les missiles ou autres. Ça suppose, c'est très astucieux, mais ça supposerait qu'en Iran, le gouvernement, disons, modernisateur, réformateur, Rouhani, puisse aller dans ce sens. Or, il est sans doute pas assez fort pour imposer cette ligne, même si lui-même le souhaite. Donc, il y a un jeu très très compliqué. Je comprends la recherche, je trouve ça intéressant. Et je ne sais pas ce que sera le résultat. Mais c'est des tentatives qui méritent d'être faites, parce que qui d'autre dans le monde aujourd'hui arrive à parler avec le président Trump? Donc il faut essayer. Vous évoquez les fissures, les fragilités de ce bloc occidental, ces contradictions aussi qui peuvent le miner, alors qu'il était assez tout-puissant quand même jusqu'ici. Vous avez, j'imagine, vu cette une du Spiegel, l'hebdomadaire allemand, qui s'interroge vers Rettet den Westen, qui va sauver l'Occident? Celui qui semble, en tout cas sur le dessin qui fait la couverture du journal, le plus à même de sauver ce camp occidental, c'est Emmanuel Macron, qui arrive presque en pompier de la situation. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron est le sauveur, peut-être le sauveur de l'Occident? S'il pose la question comme ça, est-ce que c'est l'un ou l'autre? C'est fichu d'avance. C'est-à-dire Angela Merkel qui semble très frileuse là-dessus et un Donald Trump qui est présenté presque hystérique, les Occidentaux, en colère. En général, Il est le feu. ne peuvent préserver leur position importante que s'ils étaient d'accord entre eux.
Donc c'est pas l'un ou l'autre qui va triompher contre l'un ou l'autre. Sinon, ils se divisent entre eux, à supposer qu'on soit d'accord avec le concept de les Occidentaux. On pourrait en débattre sans fin pour savoir si c'est pertinent. Disons au moins les Européens. Donc, s'ils arrivent à se mettre d'accord sur, par exemple, la Chine, vous êtes un pays extraordinaire, votre développement est spectaculaire, depuis Deng Xiaoping, la route de la soie, c'est très bien, à condition que ce soit, comme l'a dit le président Macron à Pékin, symétrique. Ça veut dire quoi, la symétrie? S'il y a un système mondial qui dit aux Chinois, maintenant on va discuter sérieusement, la route de la soie, sur tel ou tel point, on est d'accord. Sur tel autre, on n'est pas d'accord. Donc, entrer dans une sorte de gigantesque négociation. Si les Occidentaux, ou au moins les Européens, arrivaient à se mettre d'accord entre eux là-dessus, ils pèseraient beaucoup plus fort. Donc, ils sauveraient cette entité-là. Mais si on prend, comme l'a fait le Spiegel, c'est une erreur, cette approche. Si on prend les Occidentaux entre eux, pour savoir lequel d'entre eux va l'emporter sur les autres, c'est une façon... On est perdu d'avance. C'est comme par rapport à Poutine. Pour être à la fois ferme et dissuasif, tout en étant coopératif, et en dessinant un avenir possible à long terme entre les deux... Si c'est un seul pays, même la France, avec tout le poids qu'elle a, c'est très bien si elle le fait pour entraîner les autres. Mais il faut aller vers une unité. Et vous remarquerez que les questions très justifiées, diplomatiques et géopolitiques que vous me posez, n'effacent pas les autres tic-tac. Hein, la démographie, l'écologie, c'est toujours là. Toujours là. Donc on ne peut pas se contenter uniquement de ce jeu géopolitique. Camille Magnard. Sur cette division possible Merkel ou Macron pour sauver la relation avec Trump, Trump lui-même joue depuis le début ce jeu du bilatéralisme et du refus des accords multilatéraux. Oui, donc voilà. Est-ce que c'est pas lui aussi qui crée cette... Non, mais il attise ça, mais tous les partenaires extérieurs utilisent les divisions entre Européens. Ils utilisent soit l'Union européenne quand c'est bon pour eux, soit ils jouent l'un contre l'autre. Les Chinois le font. Ils ont même organisé une relation entre la Chine et l'ensemble des anciens pays communistes d'Europe par rapport à ça. Poutine fait ça sans arrêt. Tout le monde fait ça, bien sûr. Quant à Obama, il avait érigé Merkel en interlocuteur quasiment unique en Europe. Bon, ça dépend des Européens. Si les Européens sont d'accord, au minimum entre eux, pour dire voilà ce qu'on accepte de Trump et voilà ce qu'on n'accepte pas. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu avant les voyages Macron-Merkel une prise de position des Européens en disant voilà notre socle de demande. C'est ce que pointe d'ailleurs le Spiegel, hein, c'est le retrait ou le silence de la chancelière allemande sur le dossier syrien et notamment sur la question des frappes militaires. C'est secondaire ça. C'est secondaire parce qu'ils se sont mis d'accord pour qu'il y ait une frappe. C'est pas pour régler la question syrienne, mais c'est pour quand même montrer que sur l'emploi de l'arme chimique, trop c'est trop. Il y a une limite qu'on ne peut pas franchir. C'est un des seuls points fixes dans ce monde chaotique. C'est encore autre chose. Les autres Européens, puis le Spiegel veut taper sur Merkel, c'est leur problème, mais les autres Européens, ils veulent même pas s'engager. C'est même impossible d'extorquer aux autres Européens un semblant de position sur tout ça. Ça serait quand même pas tellement compliqué. Encore une fois, sans embêter les peuples européens à coup de réglementation, de se mettre d'accord en termes géopolitiques sur le minimum qu'on attend, qu'on réclame des grands partenaires de l'Europe. C'est bizarre que ce soit pas fait. Donc, si le président Macron réussit, il est aux États-Unis cette semaine, il va en Russie le mois prochain. C'est aussi important. C'est aussi important. Il va en Australie entre-temps. Et l'Australie est un partenaire de plus en plus important pour l'Europe, et d'ailleurs pour la France. Et puis l'affaire chinoise se joue beaucoup quand même dans l'Asie-Pacifique. Donc voilà, la France est revenue dans cette espèce de grand jeu par rapport à ça. Mais il faut, à mon avis, quand même le soutien sur l'essentiel des Européens, du système européen ou de quelques autres Européens. Bon, vous êtes constant en tout cas, Hubert Védrine, comme en 2013 où vous déploriez l'absence d'intervention des pays occidentaux en Syrie. Là, vous saluez plutôt les frappes d'avril. Moi, je ne suis pas du tout interventionniste. J'ai jamais été ingérence. Non, mais il y a une ligne rouge qu'il faut pas dépasser. Il y a un moment, si on dit ligne rouge, il faut la faire respecter. Sinon, faut pas dire ligne rouge. Vous voyez, sinon la crédibilité est de zéro. Il ne faut pas faire croire à des peuples martyrisés qu'on va envoyer 100 000 hommes pendant 10 ans pour les sauver. Il faut dire des choses qu'on puisse tenir en même temps. Il y a souvent dans le droit de l'homisme déclaratoire une sorte de cynisme. On annonce des choses que les gens sont contents d'entendre et puis après on oublie en route. C'est pas vrai. Il faut dire des choses qu'on puisse tenir. Ça, c'est sur un sujet à l'intérieur de notre grand sujet. C'est qu'est-ce que les Occidentaux peuvent encore faire pour s'occuper du reste du monde. Alors justement, dans un nouvel ouvrage, L'Empire et ses 5 croix, paru chez Grasset, le philosophe Bernard-Henri Lévy parle du déclin du monde occidental et du rôle joué par les États-Unis. Pour lui, Donald Trump n'est qu'un épiphénomène, la queue d'une comète, l'aboutissement d'un long déclin, quand l'Amérique a choisi de couper ses liens historiques et privilégiés avec l'Europe, de s'isoler en somme. Alors qui est pour lui l'Empire et qui sont ces 5 croix? Il parle donc de l'Empire américain en déclin, et les 5 croix pour lui sont ceux des empires déchus
confus perses, turcs, chinois, russes, arabes, qui rêvent de retrouver leur prestige passé. C'est-à-dire la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran et l'Arabie saoudite. Ce sont aussi pour vous, je ne sais pas si vous partagez cette thèse ou ce constat, Hubert Védrine, des méchants auxquels il faut s'opposer, que l'Europe devrait presque avoir pour mission de contrer. Moi, je ne raisonne pas en termes de bons et méchants. C'est une vieille religion perse, le manichéisme, qui est revenue très très forte dans l'Occident d'aujourd'hui. Le livre de Bernard est très brillant, il est très intéressant, il est très envoûtant, enfin on est emporté, et puis il y a une culture absolument magnifique. Et les 5 rois, c'est une référence biblique, ces 5 rois qui combattent l'Empire, et dans la Bible, l'Empire est du bon côté, et pas comme dans Star Wars. Bon. Et donc Bernard dit les rois qui veulent détruire le message occidental qui remonte à très longtemps, c'est en effet donc la Russie, la Chine, l'Arabie, la Turquie, et j'en oublie un peut-être, qui est dans les 5. L'Iran. Voilà. Mais il y a un moment donné, on peut faire aucun compromis avec tout cela. Mais c'est pas tenable, ça. C'est pas tenable. Aucun compromis, ça veut dire que Kissinger n'aurait pas dû faire cette opération sublime, magnifique, dans laquelle il avait réussi à dissocier la Chine de l'URSS, parce qu'on négocie pas avec ces gens-là. Ça veut dire que Churchill et Roosevelt n'auraient pas pu s'allier à Staline contre Hitler. Parce que quand il l'a fait, Staline avait tué beaucoup plus de gens qu'Hitler, vous voyez. Donc il y a cette espèce de moralisme qui est honorable, qui est philosophiquement estimable, qui est compréhensible sur le plan de l'émotion, mais qui en termes de géopolitique conduit à quoi? Que les Occidentaux, dont on vient de dire avant nos échanges, qui ne sont pas d'accord sur plein de choses, les Occidentaux vont se mettre en guerre avec tout le monde. C'est pas tenable.